Librairie L'Écuyer, fier partenaire de l'émission Lecture et compagnie. Bonsoir. Aujourd'hui, nous rencontrons Mario Dufresne, qu'on a déjà rencontré. C'est un régulier. Je dirais pas comme lui qui fait partie des meubles parce que les meubles sont changés, c'est ce qu'il a dit. Donc, bonsoir Mario. Bonsoir Micheline. Bon, aujourd'hui, tu veux nous parler de différents livres. Ouais. D'abord, tu parles d'une bande dessinée Oui. qui est Churchill et moi. Churchill et moi, c'est ça. Parle-nous-en un peu. Oui, bien, Churchill et moi, ça débute en 1894. Okay. C'est l'année où débute l'histoire qui va arriver, mais c'est pas sur Churchill comme tel, même si on va le suivre tout le temps, ça nous permet de connaître Churchill mieux, mais c'est plus Clémentine Harper. Okay. Clémentine Harper, c'est une jeune femme qui a 20 ans, mais qui vient d'un milieu pauvre, alors que Churchill venait de la noblesse, évidemment. Oui. Donc, très, très riche. Mais c'est une femme déterminée. Elle est en amour avec Churchill et elle se dit qu'un jour, elle sera la femme à Churchill. Et elle va tout faire pour que ça marche. Mais en même temps, pas à son détriment. Ça ne sera pas la servante de M. Churchill. Ça, alors bien, là, ça. À cette époque-là, c'est bien. Je savais que ça te plairait, ça. Et elle écrit magnifiquement et elle monte à cheval. On le voit d'ailleurs sur la pochette. La couverture, oui. Elle monte. Churchill aussi est un grand cavalier. Alors là, les compétitions avec Churchill pour le cheval. Ouais. Et Churchill, tout le monde le sait, écrit aussi de façon très, très, très précise et avec un style qui est propre à lui. C'est bon de lire Churchill. Mais elle aussi, ça fait que là, elle devient journaliste, sauf que journaliste femme, à cette période-là, au début du 20e siècle en Angleterre, non, ça ne passe pas. Oui, ça doit. Mais elle s'appelle Clémentine et tout le monde l'appelle Clem. Alors là, tu viens de comprendre, elle signe ses articles Clem Harper. Ah, ça fait que ça passe que c'est peut-être un homme. C'est ça. Mais là, les lecteurs s'attachent à ce style-là de Clem. Et là, elle dit, non, wow, c'est moi. Puis elle décide à un moment donné, parce qu'il y a un asile où les personnes sont internées, mais souvent qui ont rien de folie juste pour que la famille touche un héritage ou des choses comme ça. Oui. Et elle décide, puis il y a des meurtres, en tout cas, il y a paquet de choses comme ça là-dedans. Elle décide de se faire interdire, de se faire passer pour folle pour aller faire une enquête. Et elle réussit à tout démasquer au risque de sa vie parce qu'il y a d'une fraction de seconde, puis elle mourrait. Mais par contre, son journal décide qu'il ne publie pas ça parce que la famille royale a des parts dans cet institut-là. Donc là, elle est en beau joie le vert, pour ne pas dire plus, et elle s'en va dans un autre journal, devient correspondante de guerre. Correspondante de guerre. Oui. Est-ce qu'on est dans le temps de la Première Guerre? On est dans le temps de la Première, on est aussi dans les guerres coloniales et tout ça. Et Churchill aussi, qui est correspondant. Fait que là, ils se rencontrent. Est-ce qu'ils vont se marier? Est-ce qu'ils vont vivre ensemble? Est-ce que tout ça? Eh bien, je te dirais que non, ils ne se marieront pas. Puis d'ailleurs, je sais pas, je sais que là même, il doit y avoir plein de monde qui doivent courir à leur ordinateur pour aller sur Wikipédia pour en savoir plus sur Clémentine Harper. Je vous le dis tout de suite, perdez pas de temps avec ça. Clémentine Harper n'a jamais existé. C'est pure fantaisie. Bon. Churchill, oui, mais elle, non. Ça a été inventé par Frank Giroud. Frank Giroud, qui, de son vrai nom, s'appelle Frank Norbert Henry Giroud Bitt, qui est un agrégé d'histoire, qui a été professeur d'histoire dans les universités Grenoble, Milan, et tout ça, avant de s'en aller dans le monde des arts et aussi de la chanson. Il a d'ailleurs collaboré avec Juliette, qui est très connue en France. Et Frank Giroud, lui, est né en 1956. Malheureusement, il est mort en 2018. Donc, le nom de Churchill sur la couverture, c'est un peu peut-être pour attirer... mais ça décrit l'environnement, le monde, l'époque. Pratiquement tout ce qui est là est véridique, sauf Clémentine.
Ah, OK. Puis ça, ben ça, tu le sais juste complètement à la fin. Puis les dessins sont magnifiques. Les dessins sont signés Andrea Gucci, qui est né à Reggio Emilia. Je prends mes notes pour être sûr de ne pas me tromper. Oui. Lui, c'est un tout jeune dessinateur. Il est né en 93. C'est un fan de Moebius. Puis Moebius, bon, on le sait aussi, il a fait des albums sous le nom de Giro. Il a fait Errol Giro, il a fait des albums sous le nom de Gire, selon le type de dessin qu'il fait. Et ça, moi, je dirais que ça ressemble beaucoup. Bien, ça ressemble. On sent l'influence de Giro, de Moebius Giro, Lieutenant Blueberry, par exemple. Tu sais, si on regarde juste le cheval ici, on se retrouverait un peu dans les dessins de Giro quand Blueberry part avec son cheval. Fait que ça, c'est le premier livre que je voulais vous présenter. Ça a l'air très intéressant, hein? Super, ça se lit bien. Tu sais, de toute façon, je dis ça se lit dans une soirée parce que tu n'as pas le goût de le lâcher. Ah bon? Oui. Ah oui. Bon, puis là, on change complètement de catégorie. Oui. Bon, oui, celui dont tu veux nous parler, c'est janvier 2015. Le procès. Le procès des attaquants de Charlie Hebdo. C'est pour ça qu'on a mis cette une de Charlie, effectivement. C'est un livre... Bon, écoutez, je vais être tout à fait franc. Je n'ai pas terminé de le lire. D'ailleurs, le petit papier l'indique. Dis-moi, t'es rendu. C'est pas vraiment un album de bande dessinée. C'est dessiné. C'est Book qui fait les dessins, qui illustre. Mais, vous savez, dans un procès, de toute façon, tu ne prends pas de photos ni rien. C'est du dessin. Bien, c'est cette façon-là qu'ils ont pris. Ah, OK. Et Yannick Haenel, il est à Charlie Hebdo aussi, mais lui, il est rentré quelques semaines après les attentats. Il n'était pas à Charlie. Il est connu, très connu en France, particulièrement en Europe, et aussi dans le monde francophone, comme écrivain. Il a d'ailleurs gagné le prix Médicis avec Tiens ferme ta couronne, qui l'a mis en nomination pour le prix Goncourt. C'est une des grandes plumes actuelles. Et il risque de demander à Charlie, à Haenel et à François Book d'accepter de suivre le procès au jour le jour. Au départ... Puis en faire comme un relevé, là. C'est un peu ça, là? Au départ, c'était vraiment pour le magazine, pour Charlie Hebdo. Oui. Pour Charlie Hebdo sur le web. Ah, OK. Et par la suite, ils en sont venus à l'idée de recueillir les principaux textes et de le présenter en ligne. L'individu que tu as nommé tantôt, Haenel, oui. Est-ce que c'est les textes ou les dessins qu'il a fait? Ce sont les textes, effectivement. Lui, c'est l'écrivain. François Book, lui, c'est un dessinateur aussi. Il a collaboré à la plupart de tout ce qui existe en France, en Belgique. Puis j'ai vu quand tu avais feuilleté que tu as des dessins qui sont en noir et blanc, comme à la plume. Mais il y a de la couleur. Puis il y en a d'autres qui sont en couleur. C'est ça, il y a des grosses pages. C'est vraiment... C'est un très beau livre. C'est publié chez Les Échappés. Les Échappés, c'est une maison d'édition qui a été créée par Charlie Hebdo, par ceux qui ont survécu à l'attentat. C'est pour ça qu'ils sont appelés Les Échappés, parce qu'eux autres, ils ont réussi à s'en sauver, à s'échapper du massacre. Et ce que je voulais vous dire à propos, si je peux me permettre, et là, je ne veux pas faire de la pub pour une librairie ni rien, mais je pense que c'est important de le dire, c'est que ce livre-là n'était pas disponible au Québec, on ne l'a pas sur nos rayons, et moi, je le voulais. Fait que je suis allé à la librairie ici, chez l'Écuyer, à Thetford, et j'ai demandé si je pouvais l'avoir. Ils ont dit, Mario, on va regarder, on va essayer de te le faire venir. Ça a pris quelques mois, mais j'ai réussi à l'avoir. Et ça, j'insiste là-dessus pour dire comment on est chanceux d'avoir une librairie indépendante. Oui. Parce que tu vas aller dans les grosses librairies. Les chaînes, là, c'est... Et là, tu demandes, je voudrais avoir le procès janvier. Ils vont regarder dans leur ordi, ils vont dire, malheureusement, monsieur, on ne l'a pas. Il n'est pas disponible au Québec. Alors que dans une petite librairie... Eux autres, ils ont été capables. Tu demandes ça, ils regardent. Oh, il n'est pas disponible au Québec, mais on va demander à nos fournisseurs s'il n'y a pas moyen de te le faire venir. Et ça, je pense que... Oui, c'est un gros plus, oui, ça. Je vais le lire, puis peut-être que si je reviens, là, je ferai encore plus partie des meubles, je vous en parlerai plus à fond. Parce que tu ne l'as pas terminé, tu peux parler un petit peu de ce que... Tu n'as pas assez lu?
Non, vraiment pas. Ben oui, je pourrais en parler, mais c'est parce que je veux pas trop embarquer là-dessus, étant donné que OK. on va parler... C'est encore sur Charlie Hebdo, c'est comme une suite. Et là, on va rentrer aussi avec les frères Kouachi, avec le massacre avec l'hypercachère, avec la policière qui s'est fait descendre en pleine rue, et avec, évidemment, Charb et Cabu et tout ça. Celui-là, il est dessiné encore, il était disponible au Québec, celui-là? Oui. Celui-là, c'est un beau cadeau de Noël que j'ai eu de ma grande amie Marie, qui connaît mon affection pour Charlie, qui m'a donné ça. C'est pas drôle. Non. Ben non. Là, c'est vraiment, vraiment pas drôle. Parce que là, c'est une personne qui était directement concernée lors de l'attentat au Charlie Hebdo. Exact, elle était. Puis, ça faisait pas longtemps. Parce que, Coco, c'est Corinne Ray. C'est une jeune dessinatrice à 39 ans, Coco. Alors que ceux, à part Charb, les autres, c'est tous quand même de vieux dessinateurs qui ont été descendus lors des attentats. Et c'était ses idoles. Ben oui. Et Coco venait de rentrer à Charlie. Quand ça s'est passé? Oui, c'était tout nouveau. Et c'était la petite du groupe. Vraiment, celle de qui on prend soin, celle qui a du talent, qui a un talent fou, et celle dont les idées rejoignent ce que véhicule Charlie Hebdo, notamment la liberté d'expression. D'abord et avant tout. Ceux qui sont déjà là, autrement dit, elles partageaient pas mal leurs idées. C'est ça, c'est ce qui a fait d'ailleurs qu'elle a été acceptée dans le groupe et qu'elle en faisait partie. Il y a, au moment les attentats, je pense qu'on le sait, on n'insistera pas là-dessus, c'était lors d'une réunion de production avant de sortir un numéro. Un numéro. Et Coco assiste à la réunion. Par contre, elle vient d'avoir un enfant d'un an, et là, il faut qu'elle aille la chercher à la crèche. À la garderie. À la garderie, oui. Et elle descend, descend pour aller chercher son enfant. Et là, il y a 2 hommes qui l'attendent, qui la voient, qui arrivent avec les mitraillettes. Ce sont les frères Kouachi. Tout en noir. 2 géants, comme elle dit, qui pointent un directement dans le front et l'autre sur la tempe, qui la font rentrer dans les meubles et qui lui disent « T'es dans la gang de Charlie Hebdo? Tu ouvres la porte. » Parce que faut pas oublier qu'il y avait déjà une fatras de mis sur Charb. Charbonnier. Le propriétaire. Qui, c'est ça, le rédacteur en chef, qui était menacé de mort. Il était toujours protégé, d'ailleurs, par des policiers. Donc ça veut dire l'accès au local était codé, là, c'est ça? Codé, c'est ça, exactement. Seuls eux, ceux qui font partie du groupe, qui avaient le code, pouvaient entrer. Fait qu'ils ils ont dit à Coco, c'est ce qu'elle raconte là-dedans, c'est toi ou c'est Charb. Oh. Tu ouvres. Et là, elle ne bouge pas, elle est tétanisée. Là, je comprends. Et puis, là, faut oublier, là, elle s'en va chercher son enfant. Ben oui. Son enfant a 1 an. C'est une jeune mère. La mitraillette, sa vie est finie. Ben, c'est ça. L'enfant aussi. Finalement, elle ouvre. OK. Et elle réussit à se cacher sous une table. Là, c'est les rafales de mitraillettes. Ça, elle raconte ça aussi. Ce sont les rafales de mitraillettes. Elle a réussi à s'en sortir. Il y en a d'autres aussi qui ne sont pas morts dans l'attentat. Et les autres, elle dit, on n'entend pas un bruit. On n'entend personne qui parle, personne qui crie. On n'entend que les balles et les chaises qui tombent. Hein? Et elle le sait, c'est elle qui a ouvert la porte. C'est ça. Là, elle doit vivre avec ça. On peut s'imaginer facilement tu vis pas avec ça. L'état dans lequel elle était après. Là. Exactement. Elle devait se culpabiliser au plus haut point. Tout le temps. Fait que là, ça commence avec un traitement psy qu'elle a
qu'elle a suivi. Bon, parce que là, tout le monde, on veut toujours l'encourager, puis en fin de compte, c'est l'effet contraire que ça souvent, donne. on n'a pas les bons mots. Hein. Nous autres, moi, à ta place, là, je ferais plus ça. Puis, hey, laisse faire, t'es pas à ma place. Elle le dit d'ailleurs à quelqu'un, t'es pas à ma place. Il n'y a personne qui est à ma place. Et là, on commence à suivre tout ça. Et à l'intérieur du volume, on a un genre de... un retour en arrière, finalement, qui nous ramène avec ceux qui sont morts de Charlie. Le lien qu'elle avait avec eux. Qu'elle avait avec eux, sa rencontre, les échanges qu'ils ont. Et là, on revit tout ça comme un peu au présent. Et en même temps, on retombe dans les flaques d'eau parce que l'eau qui vient l'envahir toujours, parce que pour elle, c'est un peu comme une noyade. Elle se sent aspirée vers le vide et elle l'illustre par l'eau. Les dessins, sont toujours très beaux, et en même temps très simples. Elle, c'est peut-être elle qu'elle dessine, à pas de bouche, des fois. Des fois, on voit tu vois qu'il y a des manques, il y a des choses qui... Comme s'il y avait des personnages qui n'étaient pas complets, qui étaient pas là. Des choses qui sont pas complètes, qui sont encore à recoller, finalement, pour qu'elles deviennent... qu'elle redevienne comme elle était. Coco. Et ce qu'elle a trouvé, ce qui y a aidé, et le titre le dit, dessiner encore. Donc, c'est de se remettre dessiner. C'est ça. Ce qu'elle fait, elle le fait aussi, elle est à Charlie Hebdo tout le temps, mais elle est aussi à Libération et elle collabore à une émission de politique sur Arte aussi, où elle commente par le dessin l'actualité. Elle dessine et elle dit, oui, c'est ça, mais je suis une mère. Là, elle est rendue un deuxième enfant. OK. Je suis une mère. Je suis une dessinatrice, je dessine. C'est ce qui a permis psychologiquement de s'en sortir, probablement. C'est ça. Puis, comme tu peux voir, il y a des dessins qui sont vraiment très, très, très pointus. Oui. Ça, c'est elle. Ça, c'est Alors, elle. c'est fait à la manière comme presque une caricature. Oui, comme un enfant. Elle se dessine comme si c'était un enfant qui dessine. Et les autres sont tous reconnaissables. Et puis elle, c'est plus flou. On la reconnaît pas, j'imagine. De toute façon, si les gens qui nous écoutent vont se promener un petit peu sur Internet, ils vont pouvoir voir à quoi elle ressemble. Et évidemment, elle ne ressemble pas à ça du tout. Elle est là, mais c'est comme si elle ne voulait pas être là, presque. Elle raconte extérieur à elle. Non, pas tout à fait? Je n'oserais pas dire ça parce que c'est très, très, très intérieur. À tout moment, on replonge dans sa tête, puis c'est là qui est l'eau. C'est peut-être une manière de se comprendre. Ici, vous voyez, tout est noir, on voit deux yeux avec une cagoule et on entend tac. C'est la mitraillette. La mitraillette. Et c'est ça qui lui revient. En plus, là, il faut dire qu'elle est toujours accompagnée de policiers. Sa tête est mise à prix. Ah bon? Et il serait peu probable qu'elle puisse un jour recommencer à vivre librement. OK. Parce qu'il y a des menaces de mort sur son dos? Des menaces de mort sur son dos. Elle était aussi, pour les personnes qui ont entendu parler de ce qui s'est passé aussi, le professeur d'histoire Samuel Paty. Oui. Elle était dans la mouvance aussi de Paty qui prônait la liberté d'expression, qui a montré ce qu'était Charlie Hebdo et qui s'est fait couper... la gorge, que tranche la tête carrément, là. Et c'est ça. Bon, elle, c'est ça aussi qui est la menace qui pèse. Fait qu'elle est toujours, dans le fond, elle va toujours être dans dedans. cette ambiance-là, toujours... C'est ça. En même temps, je vois qu'on parle, puis je ne sais pas, là, peut-être qu'on dirait que je ne donnerais pas le goût à personne de lire. Non, je trouve que ça a l'air intéressant quand même. Oui, c'est dur. Ça, c'est un fait, là. Surtout, si on connaît l'histoire de Charlie, de ces dessinateurs-là, si on connaît Harakiri et tout ça, c'est sûr qu'on le vit difficilement parce on
on vit avec Coco. Mais c'est... Mais d'un autre côté, ça donne quand même de l'espoir de s'en sortir. Parce qu'elle s'en est sortie, entre guillemets. Ouais. Là, mais je veux dire, elle continue à vivre. Elle n'est pas dépressive. Non. Et ce qui ressort beaucoup là-dedans, c'est comment les arts peuvent nous sauver. Oui. Sauver, littéralement, sauver la vie. Oui. Et c'est ça. Et c'est pour ça que ça s'appelle dessiner encore. C'est qu'on voit que le dessin... Le encore est important. Le encore est important. Oui, parce que elle aurait pu ne plus jamais dessiner parce qu'elle serait morte ou parce qu'elle ne serait plus capable à cause de ce qui est arrivé, du traumatisme. Elle aurait pu avoir une espèce de blocage mental qui fait qu'elle n'était pas capable. Qu'elle a eu aussi. Mais qu'elle a réussi à surmonter. À surmonter lentement et puis s'apercevoir que... Mais comme tu as dit, sa bouée de sauvetage, d'ailleurs, l'eau. Oui, et on y revient encore à cette fameuse eau. Puis... Je trouve ça intéressant ce que tu m'as dit aussi, parce que là, je sais que tu ne l'as pas lu. Non. Mais tu vas voir qu'à un moment donné, on la voit dans l'eau avec sa bouée de sauvetage. Ah, bon, tu vois. Bon, je te remercie, Mario. Hey, je sais que tu avais autre chose à parler. Ça fait que ça veut dire que tu reviendras. Bon, on reviendra. C'est pas plus compliqué que ça. Merci, à la prochaine. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre d'une auteure norvégienne qui s'appelle Randi Fugelhode. Le titre, c'est La fille de l'air. D'abord, je vais vous parler un petit peu de l'auteure. Elle est née à Voss. C'est le lieu où se passe le roman aussi. Elle a été correspondante pour plusieurs magazines et journaux à New York. Après ça, elle est revenue en Norvège et elle a travaillé pour la télé. Puis, elle s'est mise à écrire des romans de suspense et des romans psychologiques. Le titre « La fille de l'air », c'est un livre de 380 pages. Ça se passe dans le village de Voss, comme j'ai dit tantôt. Agnès est journaliste dans ce village-là, qui est un petit village pas loin de... C'est à l'ouest de la Norvège. Elle s'ennuie de la capitale où elle résidait avant, mais sa routine va être bouleversée lorsqu'il arrive un accident qui se produit lors d'une compétition de sport extrême. Cette compétition-là se déroule chaque année dans le village et attire beaucoup de monde. Il y a un groupe d'amis qui participent à un saut de parachute. Ils sont 5. Elles font des figures dans l'air et... c'est leur spectacle annuel, elles font ça chaque année. Après, quand elles sautent, il y a une personne, son parachute ne s'ouvre pas, le parachute de secours non plus, donc elle s'écrase sur le sol. Pour les spectateurs, à quelques mètres des spectateurs, pour les spectateurs, c'est la stupéfaction et même la panique. Et Agnès, la journaliste dont j'ai parlé tout à l'heure, a un ami dans la police et elle apprend, un petit peu plus tard, elle réussit à obtenir des renseignements et elle apprend aux gens que ce n'est pas un accident, mais que les sangles, les courroies du parachute ont toutes été coupées. Donc, là, comme c'est un tout petit village, que tout le monde se connaît, bien là, Agnès, qui est journaliste, décide de rencontrer pour commencer les participantes avec elle, celles qui faisaient les figures de saut de parachute. Il y en a une qui est l'épouse du policier qu'elle a rencontré pour avoir des renseignements. Il y en a une autre qui est l'épouse il s'appelle Steven, qui était lui aussi passionné de parachutisme, mais qui était très exigeant et même sur les bords un peu violent et qui ne respectait pas nécessairement toutes les règles du club de parachutisme. Et on avait pensé l'exclure du club, mais finalement, il était resté dans les entourages à la suite de la pression de son épouse, qui était une des parachutistes. Et il avait même une fois fait une expédition de saut en parachute alors qu'il y avait de grosses bourrasques et que les parachutistes avaient risqué leur vie. Puis, il n'avait pas été congédié grâce à son épouse parce que les raisons l'auraient fait congédier. Tout le récit, ce qui est intéressant, ça se passe sur une semaine de temps.
Donc, du dimanche au dimanche suivant, et tout est réglé. Bien sûr, je ne vous dirai pas la fin, là, mais c'est un roman très intéressant. Je termine en vous disant, une heure de lecture est le souverain remède contre les dégoûts de la vie. Et cette phrase-là est une phrase de Montesquieu, un auteur français qui a vécu, qui est né en 1689. Donc, c'est pas récent. Merci, à la prochaine.